êtes des esthètes du crime. C'est dommage qu'un chef-d'œuvre comme le vôtre demeure inconnu, car regarde. Attention, absolument. Alors bonjour, bienvenue pour ce nouvel épisode de Les Avis Habito 21. Aujourd'hui on commence un peu avec une nouvelle équipe, une nouvelle édition on va dire, parce que nous sommes en partenariat avec le Ciné-Club de Stendhal à Grenoble. Chaque film qu'on présentera dans cette émission sera présenté à Grenoble sur le campus de l'Université Grenoble-Alpes. Le premier film qu'on passe c'est Under the Silver Lake de David Robert Mitchell. Toutes les informations seront dans la description de l'épisode ou sur Instagram, on vous dira tout. Du coup aujourd'hui nous sommes accompagnés de 3 personnes, je vais vous laisser vous présenter. D'accord, alors Nolan, j'ai rejoint en début du précédent cycle l'initiative du co-étudiante de l'association du Ciné-Club de Stendhal et je suis en première année d'art du spectacle. Du coup moi c'est Nicolas et je suis le président et membre fondateur de ce ciné-club, donc on est encore une association assez jeune mais on essaye de faire chaque année une programmation assez intéressante. Et du coup, c'est pour ça qu'on se retrouve avec Under the Silver Lake pour commencer janvier 2025, qui est un très bon départ d'année. Eh bien bonjour, je m'appelle Pierre Jailloux, je suis maître de conférence en études cinématographiques à l'Université Grenoble-Alpes. Et donc j'enseigne essentiellement l'analyse de films et l'histoire du cinéma dans la licence d'art du spectacle et au master création artistique également. Le film dont on va traiter, c'est Under the Silver Lake de David Robert Mitchell, sorti en 2018. David Robert Mitchell, c'est un réalisateur américain, né dans les années 70. Under the Silver Lake, c'est son 3e long métrage. Il a d'abord réalisé quelques courts métrages avant de se lancer en 2010 dans The Myth of the American Sleepover, qui est un teen movie à très faible budget, on va dire. Ce qui le fait réellement connaître, c'est It Follows en 2014, qui va notamment avoir une suite, normalement prévue pour 2025 ou 2026, je me souviens plus exactement. They Follows, exactement. Voilà. Du coup, Under the Silver Lake, c'est un film sur un peu une quête obsessionnelle, sur un personnage qui va tomber amoureux de sa voisine et qui va complètement disparaître du jour au lendemain. Et ça va vraiment être une quête, une enquête dans le Los Angeles pour retrouver cette femme et les mystères de sa disparition. Donc, comme tu avais dit, Léo, c'est un film qui a beaucoup de mystères, donc qui est très étrange. Et en fait, on se retrouve avec une sorte d'accumulation de mystères qui est assez étonnante et qui laisse un peu en déroute le spectateur. Mais c'était assez intéressant de voir comment le film essayait, réussissait ou pas, selon comment on a aimé le film aussi, à réunir tous ces mystères, toutes ces enquêtes, pour avoir une sorte d'unification dans le film. Donc, on a notamment des personnages étranges, vraiment farfelus, comme le pianiste, le musicien, je sais pas comment il s'appelle dans le film vraiment, il n'a pas vraiment de nom. Le compositeur, voilà. La femme chouette et le roi des SDF, The Homeless King. Et donc en fait, ces personnages qu'on évoque, qui ont des noms assez spécifiques, on les voit une seule fois, peut-être 2 fois, et on les revoit plus vraiment après. C'est assez déroutant, c'est pas vraiment quoi en faire. C'est un peu une enquête où on a une succession de rencontres qui vont un peu donner des informations ou des morceaux d'informations, on va dire, qui amènent à quelque chose, quoi. Genre c'est une suite infinie de rencontres et c'est assez étrange, quoi. Oui, et c'est une suite de rencontres aussi qui se voit dès le début d'ailleurs de la scène d'ouverture, qui est assez frappante quand vous voyez le film ou quand vous le revoyez, où il y a une accumulation totalement incohérente de choses qui se passent, en fait, parce qu'on découvre le personnage principal dès le début dans une sorte de snack, et puis tout d'un coup il y a son regard qui se focalise sur les vendeuses, mais on ne sait pas pourquoi, parce que je crois qu'on les revoit pas, en fait, ces vendeuses. Et puis après il y a un putois en fait qui s'écrase devant lui, et puis après il voit sa voisine. Enfin il y a une sorte d'accumulation comme ça de choses totalement incompréhensibles, qui n'ont pas forcément de lien entre elles. Et c'est justement le personnage principal qui va faire le lien entre ces différents éléments qui a priori sont totalement hétéroclites.
Et le spectateur aussi, qui va essayer aussi de reconstituer une cohérence. Et on a tout ce truc aussi, justement, dans le début d'observation on a l'impression qu'il découvre son environnement en même temps que nous, quoi. Il regarde tout le monde, il y a la scène où il regarde depuis son balcon, qu'il observe ses voisines, ça caractérise de un le personnage en disant c'est un voyeur. C'est un voyeur, il est assez C'est un étrange, pervers. mais ça sert surtout la narration pour dire en fait, on va s'intéresser à ces gens-là, on va s'intéresser à ces gens qui vont le faire avancer, qui vont le faire découvrir plus de choses. Ok, est-ce que je dis quelque chose d'assez énorme, mais est-ce que ça serait pas un peu comme si l'enquête, c'était une enquête sur le sens de la vie au final? Au final, Oui, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose comme ça? Oui, surtout qu'il le dit à un moment du film, alors, je sais pas, c'est peut-être au milieu d'ailleurs avec son ami, c'est ça, où il dit est-ce que t'as pas l'impression parfois de vivre un peu à côté de ta vie, en fait, à côté de ton existence, d'avoir raté ta vie, et qu'aurait pu être ta vie. Et ça, c'est très proche effectivement aussi de ses précédents films, qui parlent plutôt du passage de l'adolescence à l'âge adulte, et comment on peut être paumé, on peut se poser plein de questions, on peut être très angoissé également par la perspective de l'avenir. Et effectivement, on a un personnage qui est très paumé aussi, qui est vraiment dans une errance absolue, quoi, dans ce film-là. Oui, en dehors de la quête du coup obsessionnelle au fil du film, c'est ça, c'est peut-être une quête aussi d'avoir un objectif qui le pousse à faire autre chose que passer son temps du coup à rêvasser, à fumer des clopes sur son balcon et à observer sa voisine. Et surtout que aussi le fait le travail, c'est quelque chose qui revient beaucoup dans le film. On voit jamais le personnage qui exerce vraiment un métier, et à chaque fois des personnages de manière récurrente lui demandent comment se déroule son travail, et il l'expédie aussitôt parce que justement c'est un bon sujet dans le film. Et c'est un peu en lien avec la ville de Los Angeles en soi, où tout le monde rêve d'être quelqu'un, où tout le monde veut faire quelque chose en fait, et du coup on va suivre un personnage qui n'est techniquement rien, quoi, qui est juste lui et qui cherche pas forcément à être plus que lui-même pour le coup. Genre comparé à d'autres personnages dans le film qui vraiment ont des ambitions d'acteurs, de vouloir être des stars et tout, lui on n'a pas forcément l'impression qu'il a vraiment de grandes ambitions, il est juste là, il fait des choses et il est un peu perdu, quoi. Puis même le rôle d'enquêteur, il lui tombe un peu dessus, c'est même pas lui vraiment qui la prend, c'est quelque chose qu'il récupère même de quelqu'un, une passation du coup dans l'enquête où le personnage du coup celui qui écrit les fanfictions, enfin les BD sur les mythes de Los Angeles, c'est un peu cette personne-là qui lui fait la passation de l'enquête. Oui, c'est vrai. Et surtout qu'en plus, on ne sait même pas quel est son véritable métier. Enfin, on ne sait pas si je crois pas. Hein. Pas qu'il ait le métier. Peut-être scénariste, ou je sais pas, on ne sait pas s'il a des velléités je pense sincèrement qu'il n'a pas de métier. Ouais, voilà, je crois que c'est pas précisé. Il ne fait rien. Oui, je crois qu'il fait rien. Je pense que c'est clé dans le personnage, mais qui fait rien. Et d'ailleurs, les autres personnages qu'il rencontre aussi, enfin, notamment les femmes qu'il rencontre, ont des velléités. La plus claire, en fait, peut-être d'être actrice, mais en fait, elles sont escort girls, etc. Quoi. Elles sont obligées d'avoir d'autres métiers, d'avoir des doubles vies, un petit peu. Mais effectivement, je suis d'accord que c'est pas un enquêteur au sens strict du terme. Et d'ailleurs, ça peut paraître parfois vain d'essayer de trouver une cohérence ou véritablement de suivre l'enquête. Enfin, pour moi, c'est quasiment secondaire, en fait. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Le fait... parce que ça paraît tellement incohérent et tellement fait plein de coïncidences et puis de signes, mais qui n'en sont pas vraiment, que l'enquête est très secondaire par rapport à la perte de sens, en fait, du personnage. Elle est très secondaire, et surtout, comme on a dit, on se perd dedans, en fait. Genre, c'est tellement vaste, on sait même plus où donner de la tête, il y a des codes cachés, il y a plein de trucs, et il y a plein de trucs qu'on comprend pas, et c'est justement voulu, quoi, et c'est beaucoup trop labyrinthique, quoi. Oui. C'est une enquête, qui est vraiment étrange sur le... C'est étrange. C'est étrange, voilà. On va le redire, et on va le redire. C'était étrange. Et c'est pour ça qu'il y a un lien justement avec le film un peu néo-noir, en fait, un petit peu l'inspiration qui est du film, et notamment d'un film en particulier, parce que vous parliez du fait qu'il regarde, enfin qu'il y a sa voisine à côté. Alors il y a non seulement, ça c'est revendiqué par David Robert Mitchell, il y a Fenêtre sur cour d'Alfred Hitchcock, effectivement, qui est revendiqué, qui apparemment serait son film préféré d'après ce qu'il dit. Mais il y a aussi, par rapport au film noir, c'est aussi le Privé de Robert Altman, donc c'est un film du début des années 70. The Long Goodbye en version originale, où il y a cette question justement d'un enquêteur mais un petit peu oisif, alors pour le coup c'est un enquêteur professionnel mais totalement dévitalisé, qui n'a pas vraiment grand chose à faire, qui s'ennuie, et puis on le voit dans tout le début du film en train de nourrir son chat, et
ça dure très très longtemps. Et il a des voisines un peu hippies, à moitié dénudées, etc., qu'il regarde justement, qu'il invite parfois d'ailleurs chez elle. Hein. Et il me semble que la femme que l'on voit dans Under Silver Lake, qui est sa voisine, fait un peu référence à ça, alors sauf qu'elle est plus âgée effectivement que dans le privé. Donc c'est comme si c'était une sorte comme si David Robert Mitchell revisitait un petit peu le film noir, mais après coup, en fait. Hein. C'est comme si c'était une ancienne actrice ou une ancienne jeune femme ou jeune actrice qui aurait joué dans un film noir ou néo-noir déjà des années 70, quoi, un petit peu. Avec tout ce que ça peut charrier un peu de désenchantement. Ça permet aussi de contraster du coup avec l'autre voisine qui, elle, est dans la fleur de l'âge et marque du coup la différence d'attirance potentielle entre les deux. Qui fait très femme fatale en plus, hein, quand elle apparaît d'ailleurs, enfin une des fois où elle apparaît, peut-être pas la première fois, mais si la première fois où elle lui apparaît à lui, il me semble, enfin elle est d'abord dans l'obscurité, puis elle apparaît, puis il y a une musique en fait très très emphatique comme ça. Et même une sorte de femme fatale qui disparaît, c'est très film noir tout court en fait, genre. Oui, oui, complètement, oui. Ouais, oui. Mais il y a déjà, en fait, en s'inspirant déjà d'un film néo-noir des années 70, il y a déjà l'idée que l'enquête est quasiment secondaire et qu'on n'a plus affaire à un personnage en quête de sens qui s'interroge sur ses buts, etc., comme c'est le cas dans le privé. Hein. C'est pas une enquête classique, il n'y a pas véritablement de cheminement de l'enquête. On est plutôt dans une errance. Et il me semble que David Robert Mitchell reprend ça avec tous les codes effectivement de la pop culture, etc., qu'il va charrier dans son film. J'ai pensé à Angel Heart, mais un peu le film policier où il y a ces enquêtes c'est des enquêtes pour une enquête, mais c'est pas. C'est vraiment on cherche à savoir qui on est en fait, plus que vraiment qui a disparu, enfin comment elle a disparu, la personne qui a disparu quoi. Mais oui, c'est un peu ce qui caractérise les films des années 90 aussi. Les films thrillers un peu. Néo-noir aussi, enfin on les appelle comme ça en tout cas, ouais. Avec une dimension peut-être plus fantastique en tout cas dans Angel Heart, enfin plus explicitement peut-être fantastique, même si là, bon, c'est quand même... Il est question quand même du diable, non? C'est aussi... Voilà. Oui, dans Angel Heart, ouais. Puis là, on a aussi cette accumulation d'enquêtes, en fait, on a déjà cette grosse enquête là de sa voisine, de la retrouvaille de la voisine, mais on a aussi du coup toutes les petites enquêtes comme celle en fait, des explications de ces petites histoires-là qui reviennent, le lac argenté justement qui donne le titre, la famille Boo, et du coup le tueur de chiens, où à chaque fois constamment ces enquêtes dans des enquêtes qui reviennent à chaque fois et qui pour la plupart n'ont pas vraiment de résolution ou pas du tout. Ouais, exactement, oui, qui ont pas. Mais effectivement, il y a plein de sous-intrigues, mais qui ne mènent nulle part. En fait, c'est vraiment des chemins qui mènent nulle part. En parlant de résolution, au final, qui donne la résolution dans le film, c'est pas Sam. Il la cherche, mais c'est pas lui qui la donne. Et c'est assez intéressant d'avoir une telle enquête avec d'une telle envergure dans un film qui est quand même relativement long et de pas avoir cette conclusion finale qui est censée. Je me souviens plus du mot en français, mais boucler la boucle un peu. Voilà, c'est ça. Vraiment d'une manière satisfaisante. Et du coup, on est un peu sur le pas de la porte. On ne sait pas vraiment s'il faut entrer ou sortir. Et c'est assez ambigu comme ça à la fin. Ce qui fait partie, j'imagine, aussi de ce néo-noirisme. Après, en même temps, on a un retour du coup au final, au début justement, avec cette fin où c'est ça, il fait toujours rien, et même il aura peut-être même plus d'appartement, ni rien, il contemple juste son appartement du coup de l'autre balcon, et au final, il n'y a même pas eu de prolongement. Est-ce qu'il y aura une évolution du personnage? On ne sait même pas vraiment au final. Il va arrêter son oisiveté. On n'a pas plus d'informations là-dessus, on ne sait pas. Et puis il regarde un peu son existence comme s'il n'y était pas, justement, comme si ça ne le concernait pas, en tout cas, sans en dire trop sur la fin. Mais il y a vraiment cette idée-là quand même qu'il est à côté un peu de son existence, en fait. Ça devient... c'est un peu ce qu'il dit d'ailleurs à propos à un moment des SDF qui croisent à côté du lac, justement, du lac artificiel, où il parle de poltergeist, en fait, que c'est une sorte de fantôme. C'est quoi tous ces gens? Enfin, des SDF seraient des fantômes qui nous regarderaient vivre, en fait. Hein. Et c'est un peu ce qu'il est aussi, malgré toute son enquête. C'est au final ce qu'il devient aussi. Ça ramène dans sa condition, même du coup, de personnes qu'on ramène souvent à son odeur aussi. Donc, des choses qu'on pourrait... des personnes du coup sans-abri, et justement, pareil, du coup, à la fin, où il y revient finalement à ça. Oui. Les remarques prophétiques du film.
Et toutes ces enquêtes aussi, elles sont reliées aussi toujours à des êtres un petit peu frustrés, il me semble. Parce que vous avez cité à juste titre là la question de la famille Boo et puis de celui qui fait la bande dessinée, Under the Silver Lake, qui est alors celui qui parle en tout cas du tueur de chiens. On dit que le tueur de chiens c'est un peu un acteur frustré, et de la même manière que celui qui a peur du hibou, effectivement, c'est quelqu'un qui vit un peu dans sa bulle, sans aucune sociabilité, etc. C'est toujours des êtres quand même très problématiques et un peu qui vivent un peu à côté de leur vie, quoi, en fait, un petit peu à côté de leur pompe, quoi, il me semble. Ou plutôt à côté de ce qu'ils voudraient être, quoi. Ouais. Et c'est un peu ça, du coup, je trouve aussi, qui caractérise vraiment cette idée de personnage qui erre, ça, c'est qu'il est dans une ville où tout le monde voudrait être quelque chose d'autre. Et je trouve que l'espèce de mythe autour du tueur de chiens, ça représente bien ça, parce que c'est un personnage qu'on nous dit dans une sorte de bande dessinée que c'est quelqu'un qui a voulu, qui par vengeance a commencé à tuer les chiens parce qu'il était jaloux du chien Rintintin qui avait plus de rôles que lui. C'est ça. Voilà. C'est assez gaguesque dans un sens, mais en même temps, je trouve que ça montre vraiment bien cette envie de tout le temps vouloir être une star, de tout le temps vouloir chercher plus loin, et qu'au final, on se retrouve avec des personnages comme les 2 ou 3 escortes, je ne me souviens plus, qui doivent faire escorte à côté de leur rôle d'actrice, parce qu'elles jouent simplement dans des petits rôles miteux, dans des films amateurs qui leur ramènent pas grand-chose, quoi. Et puis elle se retrouve aussi à passer 6 mois dans un bunker isolé pour mourir de faim avec un milliardaire. Quoi. C'est vrai que... Mais c'est assez intéressant parce que le film commence avec 3 questions. Qui est le tueur de chiens? Où est passé Sevens? Et où est passé Sarah? Et au final, on n'a pas vraiment de réponse au tueur de chiens, même si on nous titille un peu. Mais on sait où sont passés les deux et c'est lié. Mais du coup, on sait toujours pas qui est ce mystérieux tueur de chiens. Et c'est assez intéressant du coup que tu aies rappelé que le tueur de chiens était dans la bande dessinée. Enfin, j'avais complètement oublié, je sais pas pourquoi, ça faisait pas si longtemps que ça que j'ai regardé le film. Mais du coup, c'est un acteur raté, on va dire. Ma théorie, c'est que Sam est le tueur de chiens. Ma théorie, c'est que Sam est le tueur de chiens parce que c'est un mec qui a raté sa vie. Ça marche très bien, et même aussi, on a la scène où je trouve qu'elle est très drôle en même temps, mais où il y a les enfants qui pissent sur la voiture. Et là, et qui frappent les enfants, quoi. C'est un peu comme si un chien pissait sur une voiture et qui commençait à taper les chiens, quoi. C'est pareil. C'est un caractère très violent. Ouais, même c'est un personnage qui est très violent de manière générale, quoi. Avec le compositeur aussi. Avec le compositeur, oui. Je pense qu'on peut en parler un peu du compositeur et de l'aspect pop culture, on va dire, et de toutes ses références, parce que le film est vraiment abreuvé de références constamment, peut-être un peu trop, mais c'est justement ça, je trouve, qui fait un peu le sel du film et qui donne un peu toute la force à la scène du compositeur. C'est qui nous explique un peu que toutes ces références, c'est faussé, qu'on vit dans une société, encore une fois, de mensonges et de faux semblants, et je trouve que la fin de la scène est vraiment extrêmement violente et extrêmement satisfaisante, quoi. Oui, d'ailleurs c'est quelque chose qui a été critiqué en fait par rapport à cette accumulation de références. Enfin, on a pu dire effectivement que c'était une vision un peu désenchantée de la culture aujourd'hui, avec tout ce fatras, effectivement, parce qu'il y a plein de références, aussi bien de pop culture que de choses parfois plus anciennes, notamment du cinéma hollywoodien muet ou autre. Et on a pu dire effectivement que c'était une vision un peu réactionnaire, qu'aujourd'hui effectivement la culture c'était devenu en gros un peu n'importe quoi, tout était mélangé, que on prenait tout, on mettait tout au même niveau, quoi, en fait, les jeux vidéo, le cinéma, etc. Il y avait un peu le reproche qu'on faisait au film, en tout cas, c'était d'avoir cette vision réactionnaire. Mais en même temps, moi, il me semble que, au contraire, le film essaie de voir ce qu'on peut faire avec cette culture-là, avec tous ces fragments en fait de culture, en quoi ça peut toujours nous raconter des histoires, comme on vient de le dire justement, hein, comment en fait il y a une accumulation d'aventures. Il a l'air de s'amuser avec ses références, quoi, genre avec des longs travelling avant, avec la musique qui apparaît. Genre, je pense à la scène où il découvre la carte cachée dans un magazine de Zelda là, et qu'il y a une petite musique comme s'il ouvrait un coffre, quoi. Genre c'est très référencé, peut-être un peu trop, quoi, mais il a l'air de s'en amuser, quoi. Et je trouve que ça semble pas si réactionnaire que ça, parce que même si le message y est un peu, ça montre quand même qu'on peut quand même faire quelque chose avec ces références-là, quoi, que c'est pas non plus quelque chose de vain. C'est juste que c'est assez difficile, je pense, d'aborder la question de conspiration et de pop culture, vraiment, de lier les deux et de pas avoir aussi
certains aspects réactionnaires soit ce qu'on critique, soit ce qu'on avance comme sujet. Parce que c'est très lié, c'est l'idée qu'il y ait quelque chose de caché dans notre société, c'est très réactionnaire. Ouais, mais il en fait effectivement plutôt un jeu ou une aventure, une série d'aventures, alors totalement incohérentes, effectivement, en tout cas, dont on a du mal à trouver la cohérence. Mais c'est comme si c'était un film qui tentait de réactiver justement toute cette pop culture, toute cette culture-là qui nous environne. Et effectivement, le personnage est entouré d'affiches de films aussi. Enfin, il y en a vraiment partout, quoi. Et c'est comme si on essayait, alors qu'on est pris dans la masse en fait de toute cette culture, de toutes ces références, de le réactiver, de lui injecter encore de l'énergie pour produire des histoires. Mais justement, le côté très fragmenté du film et le fait qu'on ait du mal, on passe comme ça d'une aventure à une autre, ou comme vous le disiez, effectivement, qu'il y a plusieurs énigmes qui s'enchevêtrent, c'est comme si le film essayait malgré tout, mais peut-être vainement, je ne sais pas, mais de voir comment on pouvait réactiver tout ça, comment on pouvait redonner de la vie à toute cette culture qui pourrait paraître parfois un peu morte aussi, ou passée, ou voilà, il me semble. Mais je trouve ça intéressant justement que toutes ces références soient brassées pour essayer de retrouver de la fiction, mais on voit bien que le film, dans son côté un peu brinque-ballant, eh bien, a du mal à le faire, mais c'est pas péjoratif, hein, ce que je dis, mais ça montre justement que le film essaie de le faire sans pouvoir totalement retrouver une cohérence totale, quoi, pleine et entière, me semble-t-il. Ça peut être difficile de trouver une cohérence entre toutes les références qui sont faites, que ce soit entre cinéma, jeux vidéo, les zines, la musique. C'est tellement... ça va vraiment partout. On retrouve quand même le fait qu'il y ait tout le temps des références plus ou moins vieillissantes, peu importe le média en fait. Dans le cinéma, on a à chaque fois des références à du coup une période plus noir et blanc, pré-Hitchcockienne, ou en tout cas de cette période-là, à la fois de films que sa mère lui parle, ou des films qu'il y a dans sa chambre. Et pareil du coup avec le jeu vidéo, on a du coup pareil l'aube du jeu vidéo avec la NES, Zelda, Mario, et les comics, je crois qu'on doit avoir Spider-Man, en tout cas des figures plutôt anciennes et connues. Donc même là-dedans, au final, à chaque fois, de chaque média qui conjugue, il reste plutôt dans une époque à l'aube de son média à chaque fois. Et pour un film placé dans les années 2018, il ne reste pas dans les mêmes années pour chaque média en fait. On a quand même une période préhistorique de chacun de ces médias. Ouais, c'est vrai. Plus, alors non seulement préhistorique, mais aussi peut-être aussi avec différentes strates, enfin temporelles, parce qu'on va quand même du cinéma muet aux jeux vidéo, même si effectivement vous avez raison, c'est un peu enfin les débuts du cinéma entre guillemets, même si c'est quand même la fin des années 20, mais le début aussi, enfin en tout cas des vieux jeux vidéo, et qui se mélangent aussi même à des références très récentes et des autoréférences, parce que par exemple le film qu'il regarde dans le cimetière, en fait, qui est projeté en entier, c'est en plein air, c'est son propre premier film, The Myth of the American Sleepover, sauf qu'il a changé. Alors c'est très bizarre parce que c'est un montage où il y a c'est une scène qui existe dans le premier film, donc de 2010. Hein, de David Robert Mitchell, mais sauf qu'il y a des chants contre chants entre des personnages, et il y a un personnage qui est vraiment le personnage de son premier film, enfin c'est un plan du premier film, mais il a remplacé les actrices de son premier film par d'autres actrices dans certains plans, et que l'on revoit, enfin qui sont en train de regarder leur film. Je ne sais pas si je suis très clair, mais bon, c'est un enchevêtrement comme ça. Mais il fait référence en fait à sa propre œuvre à ce moment-là, mais tout en remplaçant certaines actrices. Ça ajoute un truc en plus quand même à la scène, parce qu'on se disait ouais c'est des actrices, elles font un film, mais non. Oui, mais c'est c'est une référence du coup à son. C'est son propre film qui parle en plus de personnages un peu paumés aussi, parce que là c'est vraiment une sorte d'hommage au teen movie et du passage entre l'adolescence et l'âge adulte, puisque c'est le premier film donc David Robert Mitchell, c'est sur ça se passe durant la fin de l'été, enfin c'est le dernier jour de l'été, enfin des vacances, et on va suivre comme ça des adolescents et des adolescentes durant cette dernière nuit. Ça se passe sur une nuit en fait, hein, quasiment. Et chacun et chacune va être à la recherche de l'amour, chacun de leur côté, de différentes manières, et chacun va errer un petit peu ça se passe dans la banlieue
de la banlieue de Détroit, comme It Follows d'ailleurs, où on a des personnages comme ça qui errent, qui parfois se croisent, parfois se rencontrent, ou alors ils se croisent sans le savoir. Enfin, bon, il y a un truc comme ça, mais qui sont un peu dans l'errance. Voilà. Et donc la scène qu'il regarde dans Under the Silver Lake est un peu caractéristique de son premier film. Parce que même il y a la phrase de on joue que dans des films ratés à petit budget, tout ça, ça fait un peu. Oui. Oui. Ça fait un peu auto-flagellation en soi, mais c'est marrant, je trouve. Ça rajoute un petit côté. Un petit côté marrant, quoi. Ouais, Petite blague. Un petit film indépendant en tout cas, ouais, parce que le premier film c'est vraiment typique en plus, même dans le style, etc. Comme on dit, enfin du film qui pourrait aller au festival de Sundance, etc. Qui montre un peu des jeunes un peu paumés, mais c'est un très beau film, cela dit aussi le premier. Du coup, on va continuer à parler de David Robert Mitchell au sens où du coup son deuxième film. Vous trois, vous l'avez vu en fait. Follow. Si vous voulez en parler un peu, parce que moi je ne l'ai pas vu, je comptais le voir ce matin, j'ai raté. Personnellement, c'est un des films d'horreur qui m'a fait pas le plus peur, mais qui m'a presque le plus marqué. Je sais pas, c'est vraiment quelque chose de presque réactionnel, mais c'est la façon dont, je sais pas, on se sentait suivi dans le visionnage, c'était terrible. J'ai pas passé un bon moment, mais j'ai kiffé le film, hein, mais c'était... il y avait presque quelque chose de révoltant à la manière dont il y avait ces apparitions qui erraient et qui suivaient les acteurs, enfin les personnages. Je sais pas si ça fait beaucoup de sens. Mais... Oui, dans la manière où il reconfigure aussi à chaque fois les menaces, en fait. Chaque fois, même à chaque plan, même dans les mêmes espaces, la menace peut être différente, changer de forme. Et c'est vrai que c'est ça qui est impressionnant, c'est pas seulement des personnages du coup humains qui changent d'apparence, mais ils changent complètement des fois de taille, ils passent de taille de personnages extrêmement grands à des petits enfants, et c'est pour ça que même dans cette façon-là où à chaque plan on pourrait se retrouver avec autre chose, ça change l'aspect qu'on a du coup des slashers, où on a à chaque fois des monstres qu'on reconnaît de film en film. Ici, de plan en plan, on peut avoir des choses complètement différentes. Même là-dedans, dans l'attente qu'on va avoir, ça... Et là, c'est comme d'ailleurs son premier film, hein, c'est des jeunes, alors peut-être un peu plus âgés que le premier film, qui effectivement se sentent menacés par des présences inexpliquées. Et ce qui est passionnant dans le film, c'est que, alors non seulement il y a ce truc que pour se débarrasser de la malédiction, il faut coucher avec quelqu'un pour refiler en fait la malédiction. Bon, ça c'est un peu tordu, mais voilà. Et c'est surtout qu'après, esthétiquement, ce qui est assez passionnant, c'est que n'importe qui dans le cadre, parce qu'il y a beaucoup de plans larges, peut être une menace potentielle. C'est-à-dire qu'on voit quelqu'un qui arrive du fond de l'écran et qui s'approche, et on a l'impression que ça peut être une menace potentielle pour la personne. Et puis parfois, c'est rien, en fait. Hein. Et pour le relier justement avec le film dont on parle principalement, c'est que ce qui est assez passionnant, c'est que esthétiquement en tout cas, dans It Follows, donc il y a l'idée qu'il y a une menace qui vient du fond de l'écran, de l'arrière-plan. Et dans Under Silver Lake, justement, c'est quelqu'un qui est donc conspirationniste et qui voit toujours ce qu'il y a derrière les choses, en fait. Notamment, par exemple, c'est assez symptomatique quand un autre personnage lui montre un billet de $1 américain et que on voit vraiment à la loupe, on voit un hibou, etc. Ou alors, lorsqu'il regarde, lui, la télé, il voit les news, par exemple, et il va zoomer, par exemple. Donc, il y a toujours l'idée qu'il faut voir ce qu'il y a derrière. Donc, c'est Under Silver Lake, en plus. Donc, c'est sous la surface, en fait. C'est vraiment cette idée-là, sur la surface du lac. De la même manière que dans It Follows, il faut être attentif à ce qu'il y a derrière, ce qui paraît un peu anodin, ce qui paraît très secondaire. Le moindre figurant peut être une menace mortelle, potentielle. Et c'est comme ça, il me semble qu'on peut relier aussi les deux films, tout cet aspect. Okay. C'est un peu cette envie de s'attarder aux détails, de s'attarder aux personnes qu'on ne regarderait pas initialement. Ouais. Et je trouve que c'est un peu le personnage de Sam, quoi. On ne le regarderait pas initialement non plus. Oui, ouais, parce que c'est un fantôme aussi. Hein. Oui, complètement, parce qu'il a un côté très fantomatique, un peu ectoplasme aussi. Il fait son enquête, mais il est plus mené par son enquête qu'autre chose, quoi. Enfin, il n'est pas vraiment très... Et puis même les interactions sociales qu'il a, c'est souvent avec des gens qui sont eux-mêmes... Oui, non, oui. C'est des gens qui disent qu'il pue, quoi. Ça s'imite à ça. Je pense que c'est surtout les filles qui lui disent qu'il pue, comme si elles pouvaient le sentir sur lui, que, je sais pas, qu'il pue vraiment, quoi. Qu'il y a quelque chose qui va pas chez lui. Ouais. Mais quand c'est, par exemple, son ami... Bon,
qui est dans sa maison avec ses masques, enfin son ami, l'écrivain. C'est pareil, c'est toujours ces personnes en marge, comme on l'avait dit. Je sais pas, ça m'a coupé là, tu m'as dit il pue, mais j'étais là en mode, c'est vrai, il pue quoi. Bah oui. À cause du putois à la base, mais. À cause du putois, mais pas que. Et encore, parce que même avant, du coup, la première fois qu'il reçoit la projection du putois, il y a déjà sa copine, en tout cas son personne qui voit de temps en temps, qui lui fait la remarque que dans son appartement ça pue. Je dis pas directement à lui, mais comme quoi c'était déjà antérieur Il y a un à ce truc moment-là. j'allais dire qu'il sent renfermé en fait. Il y a vraiment aussi l'idée un peu. Quelqu'un justement qui fait pas grand chose, qui reste toujours chez lui et qui a pas vraiment de vie très très active. Je pense que c'est un détail qu'on peut ajouter au fait que ce soit lui le tueur de chiens. Sur la théorie. On complote sur le complotiste. Et il y a aussi le fait, alors je sais pas si ça arrive vers le milieu du film, mais il y a aussi ce qui explique un peu le désarroi du personnage, c'est quand même qu'on comprend qu'il a rompu, enfin en tout cas qu'une femme l'a quitté aussi, une jeune femme l'a quitté. Il la rencontre dans une soirée, il n'arrête pas de la voir aussi dans des publicités, enfin des grandes affiches, en fait, où il voit son visage en grand. Et ça, c'est voir la réussite aussi, c'est voir la personne qui l'a quitté, qui elle a réussi quoi aussi. Ça. Ouais, c'est ça. Oui, parce qu'elle est avec son nouveau copain en plus. Elle est dans une soirée et lui, il arrive en plus en pyjama, plus ou moins. Elle est fiancée même, ouais. Et lui, il arrive en pyjama, enfin vraiment un peu comme quelqu'un qui n'existerait pas vraiment ou qui vivrait effectivement comme un fantôme. Enfin, il voit sa vie devant lui. C'est pour ça que la remarque de tu pues, en tout cas, ça va peut-être aussi plus loin parce que c'est juste une façon de faire remarquer aussi qui dénote avec le reste des personnes. Ouais. À chaque fois, justement, comme on vous a remarqué, il a toujours des t-shirts un peu, voilà, qu'on pourrait utiliser comme des pyjamas, justement, enfin, des t-shirts assez mal taillés, qui dénotent justement avec les gens, puisque la plupart du temps, il est dans des soirées où les gens sont plutôt bien habillés, ont des belles robes, des beaux costumes. Et c'est vrai qu'il y a vraiment cette démarcation avec tous les gens qui croisent quasiment. Oui. Ouais, oui. Même si dans la soirée, on lui dit qu'il a un beau t-shirt. Enfin, je sais pas, ça va marquer ça. Enfin, il y a une invitée qui lui dit j'aime beaucoup votre t-shirt, alors qu'il est en. C'est un t-shirt pyjama, normal. Quoi. Enfin, oui, c'est un truc pour dormir. Mais oui, il vit lui-même, effectivement. Enfin, il dénote clairement. Et par la puanteur, parce que alors ça, c'est l'aspect très, en plus, très violent même du personnage, en fait, quand il ne cesse, enfin quand il critique là, le SDF enfin, qu'il croise, lui-même est associé justement à un SDF, puisqu'il associe justement le SDF à la puanteur, à quelqu'un qui ne servira à rien, enfin qui ne vit pas vraiment, et sans savoir qu'il se décrit quelque part indirectement aussi. Et vu qu'il va perdre son logement à la fin du film. En plus. Là-bas, on peut rentrer un peu plus dans les détails de la fin, si jamais on veut plus en parler, quoi. Ouais, je pense que quelque chose qui m'avait interpellé, mais vraiment le plus gros truc, je pense, de la fin aussi, c'est qu'on retrouve du coup le symbole sur sa porte. Oui. Mais c'était pas expliqué. Enfin, je sais qu'on doit pas nous donner non plus toutes les miettes d'explication et tout, mais j'étais là, mais c'est le même symbole, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'il va aller dans un bunker avec un milliardaire lui aussi? Parce qu'après, le symbole, il veut juste dire taisez-vous, quoi, en mode ne dites rien. Oui. Ouais, voilà. C'est le fameux de l'histoire. En fait, il n'y a pas justement le fameux de l'histoire, c'est le silence à la fin. Qu'il faut se taire, qu'il faut finir, et voilà. Quoi, comme le perroquet d'ailleurs, on ne saura jamais. À chaque fois, on se pose la question, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire? Et puis même à la fin, justement, on pensait qu'on pourrait avoir cette révélation-là, au moins en avoir une, et justement, cette femme-là, du coup, lui dit qu'elle non plus, elle n'en a aucune idée. On n'aura jamais d'explication, quoi, et qu'il faut s'en satisfaire, il faut l'accepter. D'explication. Et puis le silence justement sur l'entrée de sa porte, je me dis que c'est aussi un retour comme ça, comme on disait, que finalement rien ne va changer, parce que même s'il apprend toute cette manigance, tous ces complots, finalement, vu qu'il va sûrement garder le silence, en fait, rien ne va changer, et puis ils vont continuer du coup à faire ça, à laisser ces messages dans tous ces médiums de la pop culture, et continuer de s'emmurer à 30 mètres sous le sol. Rien ne change à nouveau, à la fois dans sa vie et dans du coup le mode global qu'on a découvert. Parce que les gens préfèrent fuir en fait le monde que vraiment l'affronter aussi, quoi. Donc en s'enterrant comme ça. Oui, et puis il y a cette quête de divinité en fait. Surtout c'est des personnes qui sont extrêmement riches et qui veulent faire comme des pharaons. Mais il n'y a plus de pharaons, c'est l'époque qui est résolue, mais complètement résolue. Et ils sont à la fois en dehors du temps, voilà, ils veulent être des rois. Et du coup, ils se mettent eux-mêmes en dehors du temps et de la société. Mais du coup,
ça pose aussi une problématique de personnes qui ne rentrent plus dans la société, mais sauf que là, c'est pas le SDF, le roi des SDF ou Sam, la trentenaire qui a plus de travail, c'est des milliardaires qui s'en tombent avec 3 belles femmes. Ça, je pense qu'il y a aussi un petit sens derrière ça quand même. Il y a un petit sens anti-américain, Après, il y a anti-capitaliste. toujours un tout petit ça, sens quoi, quelque voilà. part, mais bah, Il y a c'était un vraiment, truc ils que sont j'aime bien. ridicules en plus. Non, non. Il y a Enfin, un truc que j'aime bien, je sais pas où le placer, du coup je le mets maintenant, voilà. Mais c'est le chien de la femme au début, là, de. Je ne sais plus son prénom. Sarah. Sarah s'appelle quand même Coca-Cola. Et ça, je trouve ça vraiment super. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas où mettre cette information, mais vraiment, il s'appelle Coca-Cola et je trouve ça très très cool. Voilà. C'est vrai qu'il s'appelle Coca-Cola, quoi. On n'en parle pas assez du chien de Sarah. Mais qui meurt. Oui, qui meurt bah, comme tous les chiens quoi, du qui meurt comme tous les film, chiens au du film. final. Et ça fait référence à toute cette pop culture, parce qu'à un moment, il y a un peu aussi le visage un peu de McDo aussi. Il y a le paquet de cornflakes aussi, enfin, ce genre de choses, quoi. C'est comme s'il y avait une sorte de nivellement où tout était mis au même niveau. En fait, la publicité, les produits les plus commerciaux, et en même temps le grand art, entre guillemets, en tout cas le cinéma muet. Il y a même la peinture aussi qu'a réalisé, qu'a peinte l'actrice, donc Janet Gaynor, de ce film muet. Et tout est un peu mis au même niveau, en fait, dans une sorte de maelstrom, de mélange comme ça. Et même à la fin, avant de s'enterrer, ils disent qu'ils vont vivre 30 mètres sous terre dans leur bunker, quoi, et qu'ils vont vivre d'orgies, de sexe, de télévision et de vin. Il y a bien de télévision en plus aussi. Ouais, de télévision, quoi. C'est. Déjà, comment ils captent le câble 30 mètres sous terre, je sais pas. Mais voilà, et c'est cette envie des multimilliardaires, quoi, de s'enfermer sous terre avec des femmes et de la télévision, quoi. C'est. C'est d'un ridicule. Ouais. Mais oui, voilà, c'est très très bête. Et ça semble presque parodique aussi des sectes aussi qui ont pu pulluler. Alors on pourrait penser dans un côté très dark à Charles Manson, quoi, à la fin des années 60, mais aussi aux communautés hippies aussi, mais qui seraient poussées, qui seraient très mortifères en fait ici. Et donc là on a tout cet aspect années 60, 70 en fait, qui ressurgit dans le film, comme sa voisine d'ailleurs, enfin qui semble babacool, enfin issue un peu des années 60, enfin elle semble pas du tout de son époque. Ouais, pas du même monde. Et ce qui montre bien effectivement qu'à chaque fois ça c'est un point commun de tous les films de David Robert Mitchell, c'est qu'ils sont un peu pas insituables, alors un peu insituables parfois, parce que même si on sait que c'est à Los Angeles, c'est souvent dans des quartiers pas forcément situés, ou un peu des no man's land, notamment autour du lac, en fait, où il n'y a personne, en fait, où il y a juste un SDF comme ça. Ou alors quand il va dans la montagne pour retrouver les tunnels, on ne sait pas du tout où situer tout ça. C'est un peu nulle part. Et les 2 premiers films de David Robert Mitchell, c'est là d'où vient David Robert Mitchell d'ailleurs, de la banlieue de Détroit, en fait. Il a grandi là. Et à chaque fois, c'est des banlieues totalement où toutes les maisons se ressemblent, où il ne se passe rien, des grands lotissements comme ça résidentiels. Et il me semble que c'est un point commun. Et pareil pour la temporalité. On a du mal à savoir véritablement. It Follows par exemple, qui commence où il y a un portable au début, mais après il n'y a plus de portable. Il y a une liseuse, mais on ne sait pas véritablement. Il y a des voitures qui semblent dater d'une certaine époque. Et c'est pareil pour Under Silver Lake aussi, où lorsqu'elle parle. Lorsque Sam parle avec Sarah qui est sous terre, c'est un vieux téléphone. Un téléphone avec une vision par contre. Il y a un écran, l'écran il fait un peu. Mais c'est un vieux téléphone. Il fait un peu les vieilles télé un peu carrées. C'est ça. Ouais. C'est un peu le mélange improbable. Et puis t'as le VHS. Oui, le VHS, exactement. Ouais. On se dit mais Ouais, personne en qui 2000, même reçoit en par la 2011 poste, n'a de. Sauf la grand-mère quoi. Ouais. Il fait des recherches sur Internet à un moment. Enfin, c'est tout un mélange, mais... C'est un peu le début d'Internet aussi, puisque son ami qui a un ordinateur, c'est un peu un vieil ordinateur. Plastique, un peu gros, petit, et puis il a un drone. Ouais, et qu'il a un drone surdéveloppé qui... Pour espionner une mannequin. Non, mais... Ouais. Il y avait déjà ce rapport à la technologie curieux dans It Follow, où le seul justement qu'on voit, il n'y a pas de téléphone portable. Par contre, il y a des personnages qui ont une espèce de liseuse en coquillage qui est assez étrange, qu'on voit même pas. On n'imaginerait même pas vraiment aujourd'hui. Qui n'existe pas d'ailleurs, apparemment, qui a été vraiment créé pour le film, apparemment. Mais effectivement, qui dénote complètement, ouais.
Et ça, il y a une volonté quand même, en tout cas dans ces 3 films, de créer quelque chose d'assez intemporel, d'où le mélange quand même de références de différentes époques, même si je suis d'accord avec vous que chaque référence, en tout cas, parle un petit peu de ses débuts, enfin dans le jeu vidéo, dans le cinéma. Mais il y a quand même une sorte de mélange quand même d'époques aussi. Et puis Comme si on était un peu... c'est des détails, donc peut-être pas tout le monde n'est familier avec des VHS. Nous, oui, peut-être sans doute, puisqu'on a déjà sans doute dû voir des films sur VHS. Peut-être, potentiellement. Moi, j'en ai vu déjà. Mais d'avoir un public peut-être plus jeune qui voit le film et qui sait pas vraiment où se poser avec ces détails, c'est un peu le genre de film, du coup, je pense, qui mérite aussi d'être revu une deuxième fois. Juste maintenant, après en avoir parlé, de vraiment juste repérer tous ces petits détails, toutes ces petites technologies, ce qui peut-être nous a échappé. Si peut-être finalement on a trouvé un premier sens, qui est le premier sens que tout le monde connaît, on a le deuxième sens, un peu plus pop culture, un peu plus conspiration, mais est-ce qu'il n'y a pas un troisième sens? Qui se cache Est-ce qu'il y a sous le un lac. quatrième sens? Enfin, je pense que c'est le genre de film qui mérite aussi d'être vu. It Follow peut-être un peu moins. Il y a peut-être moins de détails, c'est plutôt plus sur l'anxiété de la situation. Mais Under the Silver Lake, c'était plus... c'est tout le film d'enquête, en fait, mérite d'être vu. On a envie de faire comme lui, en fait, on devient un peu comme Sam aussi, à vouloir raccorder les choses. Mais il me semble qu'à un moment, on abandonne, enfin, moi en tout cas, j'abandonne un peu l'idée de comprendre quoi que ce soit, et on comprend vite quand même que c'est une sorte de série par rebond, comme ça, d'événements, mais qui n'ont pas forcément de lien, me semble-t-il. Mais après, même si on peut en trouver, hein, par exemple, l'idée qu'il y a un garçon avec 3 femmes, ça se retrouve dans plein de... Il y a le groupe, notamment, Jesus et puis les vampires, je ne sais plus. Notamment, il regarde aussi Comment épouser un millionnaire, et puis il y a les petites figurines des 3 actrices, dont Marilyn Monroe aussi. Il regarde un extrait, et puis il y a les 3 actrices à côté en miniature. Voilà, il y a les 3 femmes qui va suivre également aussi. Enfin, mais c'est comme si c'était des signes un peu kabbalistiques, un peu occultes, mais qui menaient pas à grand-chose, en fait. Il y a un truc comme ça. C'est une sorte de parodie aussi de la conspiration, parce que lui, il exagère même dans son idée de trouver un signe à tout, quoi, alors qu'il n'y en a pas forcément. Enfin, il n'y a pas de sens à tout, quoi. Et pourtant, en creusant, c'est là qu'il découvre les trucs, parce qu'on paraît ça complètement lunaire de la façon dont il analyse le disque, où il note les symboles sur le carton de pizza, même la façon dont il procède, ça paraît un peu ridicule. Et pourtant, ça marche, et ça marche au point de découvrir une galerie souterraine qui mène à l'arrière d'un restaurant, enfin d'une supérette, dans le frigo. Donc c'est poussé dans l'idée du complotisme à un point où du coup il y aurait un système de galerie qui mènerait partout, quoi. C'est d'ailleurs ce qu'on voit avec du coup potentiellement aussi la famille Boo qui surgit de nulle part chez les gens. Peut-être qu'il y a aussi même des galeries chez les gens. La famille Boo. Imaginaire aussi du coup qui nous ramène peut-être un peu aussi à It Follow dans sa... Elle a une façon du coup de se mouvoir où elle ne court pas, pareil, elle marche. En fait, on le voyait sur la caméra de surveillance quand il regarde les images chez l'écrivain où elle est juste en train d'avancer dans le couloir, en fait. Donc on retrouve un peu cette figure-là de la menace qui avance uniquement. Et je trouve que ce qui est différent, par contre, c'est l'aspect un peu à la Scream, en fait, quand il se fait quand il empêche du coup l'attaque de la famille Boo chez lui. Justement, il y a cet aspect-là où elle perd le couteau, où elle tombe presque, et où ça brise un peu le mythe du monstre. Et après, d'ailleurs, elle le rattrape pas, comme si du coup elle avait perdu, enfin, elle avait perdu son costume, et du coup le mythe ne marchait plus. Oui, c'est vrai. Enfin, en tout cas, le mythe ne va pas jusqu'au bout. Il est montré sur caméra surveillance, enfin par qui permet de filmer en permanence le lieu. Mais effectivement, enfin, après, j'ai pas grand-chose à dire sur la famille Boo parce qu'il n'y a pas vraiment de fin de l'histoire à cette chose-là. Mais après, on la retrouve quand même dans le billet, enfin dans le billet de banque, par contre. On retrouve dans le billet de banque le hibou, justement. Dire la famille Boo, c'est tellement immortel, c'est tellement... c'est un mythe, une légende qui est là depuis des années, des siècles, qui terrorise des générations d'humains à Los Angeles. Oui, c'est ça, ouais. Et puis elle est cryptique, elle a ce masque et... juste ça, quoi. Elle a juste un masque de hibou. Ouais, c'est trop bien. C'est quand même slay. Hein. Je trouve que ça ramène un peu du coup justement aux théories complotistes sur les personnes qui se feraient exécuter et qu'à chaque fois on dirait alors ce serait le gouvernement qui serait derrière ces exécutions, tout ça. C'est peut-être du coup l'arrière du personnage finalement parce que les 2 seuls personnages qu'on voit être attaqués réellement
dans le film, c'est du coup des personnages qui s'approchent de la vérité. Donc peut-être que c'est plus qu'un mythe qui agit, c'est du coup peut-être un agent de cette haute société qui du coup attaque les gens avant qu'ils trouvent la vérité. Il le dit, il y a un moment d'ailleurs, il y a que les gens riches en fait qui peuvent, enfin qu'ils ont tout le pouvoir et voilà, etc. Enfin, il y a vraiment un truc comme ça. Et puis il y a le compositeur aussi, dont on a parlé rapidement, mais qui serait à la source de tous les tubes du XXe siècle, en gros. Toute la culture, on va dire. Ouais, c'est ça, de façon souterraine, quoi. On pense que c'est un tel, mais en fait non. C'est un lourd fardeau à porter pour des épaules d'un seul homme, quand même. C'est là Il ne bouge pas de son piano d'ailleurs. que comme figure humaine, je trouve qu'on le retrouve pas vraiment parce que même dans son visage, en fait, je pense que c'est un espèce de masque, quoi. Oui, bah oui, Même il paraît pas vraiment humain et même la façon dont justement il se fait tuer, voilà, ça paraît complètement fictif. Enfin, que sa façon, son visage explose. Ouais. On retrouve pas de figure humaine en tout cas, donc même là, on a déjà cet aspect-là de personnage, voilà, métaphorique en fait. Ouais. Et de déshumaniser aussi cette culture qui revient encore une fois un peu cette critique un petit peu réactionnaire de cette culture de on met une seule figure qui n'est techniquement même pas humaine, qui est un peu étrange, quoi, et du coup on déshumanise toutes les œuvres créées par cette personne, quoi. Il le dit avec Nirvana notamment, où genre C'était un coup bas de dire ouais en fait ça a été fait au piano, non mais allez vous faire foutre, quoi. voilà, quoi, Genre c'est méchant, quoi. Il tire sa guitare, oui. Genre c'est vraiment s'attaquer. Mais- frappe avec justement la guitare de Ouais, en plus qui casse, ouais. Bah, comme les masques aussi, un peu, enfin pas mortuaires, mais en tout cas les moulages de plein d'acteurs. À un moment, donc je crois qu'il y a Johnny Depp et Gene Kelly à côté. Enfin, et c'est comme si, alors c'est vrai qu'on peut le voir. Enfin, il y a deux façons de le voir, effectivement, de façon très réactionnaire, genre bon, la culture est totalement dévitalisée, désenchantée. Enfin, c'est une chose morte un peu, dont on est entouré, mais dont on fait pas grand-chose. Mais en même temps, justement, encore une fois, comme on l'a dit, le film essaie d'en faire quelque chose, en fait, de réactiver. Mais il y a vraiment une vision un peu effectivement désenchantée de toute cette culture qui nous environne et qui nous étouffe même un peu, en fait. Il y en a tellement, il y a un foisonnement qu'on est un peu submergé, en fait, on est vraiment la tête sous l'eau, quoi, de toute cette culture-là qui... et d'où aussi comme autre référence très revendiquée, très, très visible, un peu aussi certains films de Brian De Palma aussi, notamment Body Double par exemple, ou notamment quand il y a le pirate, je ne sais pas si vous vous rappelez, donc la figure du pirate. Et avec la musique qui arrive comme ça, et ça c'est vraiment du De Palma à tout cracher, parce qu'il y a ça dans Body Double, etc. Un personnage qui apparaît, qui semble totalement déconnecté de son environnement, avec une musique très emphatique, etc. Et sachant que De Palma lui-même reprend des films plus anciens, notamment Hitchcock, mais non pas en les parodiant, mais en faisant quelque chose d'un peu désenchanté, un peu parfois ridicule. La parodie de la parodie. Ah oui. Ah bah là c'est On est au cube en fait, c'est même pas au carré, c'est vraiment au cube, quoi. Parodie au cube. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là, mais qui peut produire quelque chose aussi assez ambigu, à la fois désenchanté sur l'état de la culture ou tout ce qu'on sait aujourd'hui, et en même temps comment on peut faire revivre tout ça, quoi, une fois. Aussi en parlant de faire revivre et avec la remarque justement des références plus anciennes, même du coup dans le cinéma au final, c'est ce qu'on voit en fait avec les tombes des personnages, enfin des réalisateurs et James Dean aussi en tout cas c'est que les figures conjuguées sont pour la plupart mortes en fait, et on a peut-être cette idée-là aussi du coup de à la fois peut-être réactionnaire, nostalgique, mais aussi de jamais uniquement des références à des choses qui sont du passé en fait, qui ne sont plus d'actualité. C'est peut-être même avec Nirvana du coup pour des figures qui seraient déjà beaucoup plus récentes, et même là finalement c'est mort. Oui, ça devient juste des statues comme celle de James Dean, ou ça devient une pierre tombale comme James Gaynor. Mais là où c'est ambigu et en même temps beau, c'est qu'à la fin, quand même, il regarde la cassette que lui a envoyée sa mère avec le film de Borzage, L'heure suprême, où il voit James Gaynor, et ça l'émeut vraiment, en fait. Et on voit, je crois que c'est plein écran même, en fait, on voit l'extrait de la déclaration d'amour avec les intertitres, etc. Et tout d'un coup, ce film muet qui était juste limité à une pierre tombale jusque-là, et puis à un nom, parce que sa mère adore cette actrice, tout d'un coup, ça devient quelque chose de vivant qui peut nous émouvoir, quoi. C'est ça qui est assez beau, je trouve. Il faut, sinon on s'enferme dans le cycle, c'était mieux avant. Voilà, c'est ça. Et puis maintenant, on fait plus de bons films, plus de bonne musique. Mais certains ont reproché ça, mais moi je le vois pas du tout comme ça, le film, mais certains ont reproché, en disant que c'était vraiment une vision très cynique, notamment à travers la figure du compositeur, une vision très cynique, en fait, de la pop culture, parce que d'ailleurs, il dit, de toute façon, c'est les morceaux, c'est des trucs jetables, c'est vraiment
juste pour faire de l'argent, c'est tout. Mais moi, je ne trouve pas le film du tout cynique. En fait. C'est ce qu'on peut ne pas reprocher au film, c'est que franchement, il a beaucoup de personnages, donc ça donne aussi beaucoup de points de vue justement sur cette culture. Parce que du coup, on se rend compte que la culture, c'est pas juste le compositeur, c'est pas juste Sam qui regarde ses films, c'est pas juste Sarah et aussi les films qu'elle regarde. C'est beaucoup de choses. C'était aussi, je pense, quelque chose que le film voulait chercher à venir voir, à peut-être développer. Peut-être que ça mériterait d'être développé un peu plus, mais après, moi, ça va au-delà, je pense, que juste du simple personnage qui est le conspirateur suprême. On va passer un peu plus sur la programmation, parce que du coup ce film est projeté dans le cadre du Ciné-Club de Stendhal. Le 21 janvier. Le 21 janvier, je n'arrivais pas à lire, j'avais pensé à mettre ça, mais bon, voilà. Le 21 janvier prochain, du coup à l'Aparté, du coup c'est à Grenoble, Sur le campus. Sur le campus à Saint-Martin-d'Hères. Il y aura le reste des informations en description normalement. Mais pourquoi ce choix de film? Comment est-ce qu'il s'inscrit dans dans la programmation? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on a choisi Under the Silver Lake? Alors la programmation pour 2025, pour ce semestre-là, en fait, on s'est décidé ensemble en juin dernier de faire quelque chose sur la coupure qui peut exister entre le rêve et la réalité et comment on pouvait interpréter ça dans divers films. C'est une thématique qui est assez large, qu'on retrouve assez fréquemment. C'est avoir des personnages qui perdent un peu le pied entre le réel et ce qui est dans leur tête. C'est fréquent quand on y pense. Et du coup, un autre de nos collègues, de nos bénévoles, en fait, a proposé Under the Silver Lake. Donc, c'était aussi pour avoir un film un peu plus récent, peut-être, je pense. Et donc, c'est un film qui évoque, disons que ça évoque quand même une sorte de pont entre ce qui est là, ce qui est réel, le Los Angeles des habitants, et puis ce qui est vraiment caché et qui vraiment, quand on commence à y réfléchir, nous font poser la question, mais est-ce que ça ne deviendrait pas un peu fou, quoi? Est-ce qu'il serait pas complètement dans son propre monde et est-ce qu'il perdrait pas lui-même le pied entre ce qui est en train de se passer dans sa vie et puis ce qu'il est en train de s'imaginer se passer dans sa vie, quoi. Est-ce qu'il plongerait pas un peu trop dans justement le complotisme et dans ce qu'il recherche, quoi? Oui, cette fracture justement entre l'imaginaire, le rêve, la réalité, on la retrouve à plusieurs échelles. On la retrouve des fois juste purement par le rêve. D'ailleurs, un rêve du personnage où justement il voit le chien et la femme qu'il recherche lui aboyer dessus. D'ailleurs, le motif qui revient plusieurs fois, c'est ça, c'est les femmes qui lui aboient dessus, même dans des moments qui du coup semblent être réels. Donc déjà, on a cette différence-là avec qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il ne l'est pas. Et même du coup, même au sein de l'enquête, en fait. Est-ce que les magazines qu'il lit sont des vraies choses qui existent vraiment? Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose derrière ce lac argenté? Est-ce que la famille Boo existe vraiment? Et c'est justement des choses qui vont passer à la fois du côté de la fiction pure, dans la fiction, à quelque chose qui va vraiment avoir une influence sur sa vie. Et à plusieurs échelles, justement, comme je disais. Et puis les rêves vont passer aussi par des différents médias, quoi. Et effectivement, bon, il y avait les jeux vidéo, mais ça va passer par la bande dessinée ou par des vidéos de la famille Boo. Mais ce qui est intéressant dans le film aussi, c'est que vous avez cité effectivement le passage où il rêve explicitement, alors que tout le reste, il me semble pas qu'on ne le voit pas se réveiller, à part dans le cimetière, mais ça veut dire qu'il a vraiment été dans le cimetière quand même si tout est débarrassé de tous les gens qui y avaient la veille. Mais effectivement, là, le rêve, c'est plutôt l'idée, effectivement, de voir... c'est le regard qu'a Sam sur les choses qui font de la réalité un rêve, en fait, me semble-t-il, quoi. C'est qu'on a l'impression de vivre un rêve parce que lui, il voit des signes partout, il voit du complot partout, il voit des secrets partout. Alors, plutôt qu'un rêve explicite où on verrait le personnage, est-ce qu'il fantasme ou pas, mais il me semble que c'est son regard à lui, puisqu'il est en plus de toute façon un peu spectateur de sa propre vie, en fait, comme on le voit jusqu'au bout à la fin du film, qui transforme la vie en rêve éveillé, quoi, un petit peu. C'est un peu ça. Ça, et puis même entre rêve et justement imaginaire, on a aussi beaucoup de personnages qui imaginent leur vie, en tout cas qui
ont justement des faux semblants en fait. On a du coup des personnages qu'on voit des deux côtés du spectre. On les voit du coup quand ils représentent vraiment leur personnage, donc leur personnage par exemple du groupe de musique, on les voit performer, puis on les voit aussi en dehors en fait. On les voit performer leur fausse identité dans leur rôle et à la fois en dehors. Pareil du coup avec justement comme on les a déjà dit les escort girls qui ont ces deux rôles-là quoi. À la fois stars, à la fois escort girls qui se font passer pour des stars parce que c'est un jeu qu'elles font justement avec leurs clients et on les voit justement après en dehors où juste il y a un peu une relation qui s'est créée entre eux en dehors et justement on leur voit sans justement ces différents layers de fausseté, en tout cas d'imaginaire. Oui. Oui, c'est vrai que la double vie des personnages, effectivement, correspond un peu à cette fracture entre réalité et rêve, ou comme si à chaque fois on voyait quelque chose et puis l'envers de cette chose, un petit peu. Où on voit justement ce qui est à l'avant-plan, mais aussi ce qui est à l'arrière-plan. Enfin, il y a toujours un peu cette idée où ce qui est dans le champ et ce qui est hors champ. Mais... C'est une réalité qui peut être prise pour de la fiction et de la fiction qui peut être prise pour de la réalité. Donc on a vraiment cette ambivalence entre la preuve, par exemple les vidéos, l'ordinateur, on a quelque chose de matériel presque. Et puis aussi, on a l'impression que Sam, c'est pas qu'une seule fois qu'il fume, quoi. Et qui mange des gâteaux aussi. Oui, il fume le gâteau. Là, le gâteau, j'avais oublié, mais le gâteau. Mais étonnamment, d'ailleurs, le seul moment, finalement, on a l'impression que... Enfin, qu'il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de duplicité, c'est justement le passage où il revoit son ex, on a l'impression. Là où tout d'un coup, on est dans un film, j'allais dire, ultra réaliste ou une sorte de drame, où il revoit sa copine et qu'on va voir qu'une fois. En fait, on ne va pas la revoir, sauf en affiche. Mais c'est le seul personnage où tout d'un coup, il y a quelque chose de très concret. Et c'est comme si tout le reste, par contre, était fantasmé ou était issu de sa tristesse ou de son mal-être, finalement, suite à cette rupture. Mais là, il me semble qu'il y a une césure. Mais alors, il faudrait voir si, en plus, si cette scène-là intervient pas un peu vers le milieu du film. Je me souviens plus exactement. Mais comme si c'était le cœur un peu du film, c'est la raison d'être en fait du film était un peu là, où là tout d'un coup on triche pas quoi en fait. Il y a son ex qu'on va pas revoir et puis et on comprend effectivement qu'il y a une rupture et qu'il s'en est parmi en fait. C'est juste ça. Et là on n'est plus dans le fantasme en fait, on n'est plus dans le délire. Et même à ce moment-là, du coup, on a une explication qui tombe, celle du coup des biscuits qu'il aurait dans sa poche. Ah oui. Il explique que c'est parce que justement je crois que son ex-compagne avait un chien et c'est comme ça qu'il l'aurait du coup. Il l'aurait rencontré pour la première fois, donc on a du coup cette explication à la fois de moments dans le rêve où il aurait du coup ces biscuits-là, et aussi pourquoi est-ce que il rencontre pour la première fois en tout cas ce chien de sa nouvelle voisine-là, et avec ce biscuit-là, donc ça retrace du coup les événements qu'on avait depuis le début du film avec quelque chose. Ça donne déjà un point d'explication à comment il imaginait du coup sa relation avec cette nouvelle personne-là, et on comprend mieux du coup ce qui l'entourait et ses regrets peut-être aussi. Oui, c'est vrai. Parce que même il y a la scène où il découvre le cadavre du chien de sa nouvelle voisine, où il est dans la forêt, où tout est noir là, et puis sur le chemin, il y a juste les petits gâteaux pour chiens qui sont disséminés, un peu comme si on cherchait à l'attraper. C'est la même séquence là. Ouais. Et puis il se fait quand même courser dans la forêt, on ne sait pas par quoi, mystérieux. D'ailleurs, c'est ça, je pense que... Cauchemardesque. Qui... On se réveille en sursaut avec des surprises. Ouais, il ramène justement à peu près la même ambiance qu'il avait déjà mis dans le rêve à ce moment-là où il s'est pourchassé par cette espèce d'ombre, en tout cas. Encore une fois, on revient à un imaginaire horrifique qu'il avait déjà travaillé précédemment. Ouais. C'est un film qui aime bien jouer avec ces deux matières, en fait. Cette contradiction, en fait, qui n'est pas toujours contradictoire, mais qui existe et qui se confronte. Ça, c'est intéressant. Et ça montre aussi, comme pour revenir à ce qu'on avait dit aussi, comment la pop culture façonne aussi nos rêves aussi et notre imaginaire, quoi. Puisqu'à chaque fois, tout est très, très référencé. Donc, c'est pas un imaginaire qui vient de nulle part, en tout cas. C'est un imaginaire qui a été construit aussi par tout ce qu'on a vu, à quoi on a joué, etc. On rêve au travers de quelque chose d'autre, quoi. On rêve au travers de ce qu'on nous a montré. C'est ça. Et nos rêves sont construits, ou quelque part aussi, par tout ça, quoi. C'est très bien, merci tout le monde. Merci. Merci. Voilà, du coup, on rappelle que le film passe le 21 janvier à l'Aparté à 19h30 sur le campus UGA de Grenoble. Et voilà, on se retrouve du coup normalement le mois prochain pour un épisode sur The House That Jack Built de Lars von Trier. Voilà, merci tout le monde. Allô. Oh, oh.
regardez non point aux choses visibles, mais aux invisibles. Allô? Allô?